Bonjour. Nous allons à présent parler d'un texte très important d'Augustin Cochin, concernant toujours donc l'histoire de la Révolution française. C'est un texte nettement plus long que les deux premiers que j'ai présentés, puisqu'il fait à peu près 80 pages dans l'édition texto. Et ce texte s'intitule « La crise de l'histoire révolutionnaire, Taine et Monsieur Hollart ». Par histoire révolutionnaire, il faut comprendre historiographie révolutionnaire, c'est-à-dire la manière, la façon d'appréhender l'histoire de la Révolution française au cours des périodes qui ont succédé à celle-ci. Et donc, Cochin parle de Taine et d'Alphonse Hollart. Il faut préciser un petit peu les choses pour savoir de quoi on parle. Hippolyte Taine est à la base un philosophe, c'est pas un historien d'ailleurs, qui a écrit une œuvre très importante sur la Révolution française en 6 tomes, Les origines de la France contemporaine. Il est mort dans les années 1890 et son œuvre constitue en fait, on peut le présenter assez simplement, comme une œuvre anti-révolutionnaire, dans laquelle Hippolyte Taine s'attache, dans l'ambiance de la défaite de 1871, à trouver les causes du marasme intellectuel et moral français dans la Révolution française, dont il analyse d'ailleurs les causes, et dans le premier tome donc des origines de la France contemporaine, Hippolyte Taine parle de l'Ancien Régime, tandis que dans le deuxième, il parle de l'anarchie qu'a connue la société française dès 1789. L'idée donc d'Hippolyte Taine est d'aller au-delà des individus dont on parle toujours quand on parle de la Révolution française, Danton, Robespierre, Saint-Just, Marat, et de voir des causes bien plus profondes de la Révolution. Et c'est donc son œuvre principale, Les origines de la France contemporaine, paru donc en plusieurs tomes dans les années 1880-1890, que se met à critiquer en 1908 un autre grand historien de la Révolution française de l'époque, Alphonse Hollart. Celui-ci écrit donc en 1908 un véritable essai de plusieurs centaines de pages où il critique de façon absolument féroce l'œuvre d'Hippolyte Taine, en cherchant totalement à en nier toute utilité et toute bonne foi. Pour préciser quand même les choses, Alphonse Hollart est un historien très engagé à gauche à l'époque, radical, franc-maçon, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme et directeur de la Société d'histoire de la Révolution française. Et c'est donc son ouvrage sur l'histoire de la Révolution française vue par Hippolyte Taine, c'est donc son ouvrage de 1908, que se met à critiquer Augustin Cochin. Donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la critique d'Hippolyte Taine par Alphonse Hollart. On peut dire tout de suite que le texte de Cochin est dévastateur, comme voulait l'être la critique d'Alphonse Hollart vis-à-vis de Taine. En effet, Hollart critique principalement l'usage des sources par Hippolyte Taine. Les origines de la France contemporaine sont un pavé énorme, qu'on peut trouver d'ailleurs réuni dans la collection bouquins, avec un appareil de notes très importante. Et Taine a cité énormément de sources. Alors, juste en passant, on peut dire que donc la critique de ces sources par Alphonse Hollart tombe totalement à plat. Augustin Cochin reprend toutes les sources prétendument fausses citées par Hollart et montre qu'au fond, la plupart d'entre elles sont tout à fait exactes. Il y a quelques erreurs inévitables quand on
se rapporte à des centaines de sources différentes, mais au fond, le travail proprement historique de Taine ne souffre pas de critiques particulières. En revanche, celui de Hollard fait souvent état de sources soit fausses, soit modifiées, soit biaisées, ce que ne manque pas de mettre en avant Augustin Cochin. Mais l'important n'est pas là. L'important est que la base de la critique de Hollard sur le travail de Taine est que celui-ci n'aurait choisi que des textes de nature plus ou moins privée. Et c'est une méthode qu'a voulu expressément employer Taine. Taine, en effet, s'est beaucoup appuyé sur des mémoires privées, sur des lettres envoyées notamment par les intendants à leurs ministres pour décrire l'état de l'opinion ou l'état d'une province. Et pour Taine, ce sont des textes qui sont beaucoup plus proches de la réalité et de ce qui s'est vraiment passé que, par exemple, les grandes envolées lyriques à la Convention ou à la Constituante, les pamphlets, les journaux, qui par définition ne veulent pas dire nécessairement la vérité, mais veulent convaincre et veulent emporter l'assentiment des citoyens. C'est ainsi que Hollard critique l'utilisation des petits faits, c'est-à-dire en fait des faits divers, par Taine. Or, ce que montre Augustin Cochin, c'est que ces faits divers avaient une importance considérable. C'est eux qui permettent de voir que, au-delà même des grandes journées révolutionnaires, la France, dès 1789 et même à la fin de 1788, était entrée dans un état d'anarchie que Taine appelle l'anarchie spontanée. Partout dans le royaume de France, il y a des désordres, des voies de fait, des exactions, des vols, des meurtres, et on peut très bien ne pas les citer, et c'est ce que fait Hollard, qui a écrit d'ailleurs une histoire politique de la Révolution française, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental pour expliquer justement non seulement les décisions des grands acteurs de la Révolution française, mais l'évolution tout entière de celle-ci. Taine, dit Cochin, est donc beaucoup plus proche des faits que Alphonse Hollard. Néanmoins, Cochin dit que l'analyse de Taine ne suffit pas, parce que Taine décrit les faits. Il fait référence notamment au courrier écrit par les différents administrateurs, les intendants dont j'ai parlé, à leur supérieur, à leur ministre ou au roi. Mais en faisant ça, il montre aussi que ces acteurs eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce que donc les témoins cités par Taine n'ont pas d'explication sur ce qu'il se passe. Ça leur paraît assez mystérieux de voir que quasiment du jour au lendemain, dans leur région ou dans leur province ou dans leur ville ou même dans leur village, il y a des phénomènes qui se produisent de délitement, pourrait-on dire, de la société. Dès lors, la question qui est posée, c'est comment expliquer ce qui se passe? Et c'est là que Cochin reprend son idée de l'importance, au fond, des organisations et donc des sociétés de pensée qui s'étaient développées, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, tout au cours du demi-siècle précédent, dans les académies de province, dans les loges maçonniques, et qui, au fond, en aboutissent après à la société de pensée par excellence au début de la Révolution française, le Club des Jacobins. Et dès lors, dit Cochin, on peut considérer qu'il y a une véritable nation jacobine qui, au début de 1789, prend le contrôle de la nation tout entière. Et comment est-ce possible? Comment peut-on imaginer que quelques centaines d'individus parviennent à prendre le contrôle, finalement, de toute une nation? Il y a cela, et Cochin y revient dans son texte, c'est l'organisation qui s'est mise en place dans les décennies précédentes, qui permet principalement de l'expliquer. Et cette explication, ni Taine ni Hollard ne l'approchent.
car il y a au fond deux grandes catégories d'explications qui sont données par Taine et Hollard. Il y a d'abord l'explication la plus courante, et c'est celle d'Alphonse Hollard, c'est l'explication par les circonstances. Il est très curieux de voir que Taine n'en parle pas du tout, tandis qu'Hollard en fait un élément majeur de son analyse de la Révolution française. Or, pour Cochin, c'est la logique interne du système qui explique le développement de la Révolution française. Sans quoi, on n'arriverait pas à s'expliquer vraiment pourquoi les événements arrivent et leur ordre aussi de succession. Parce que si, comme les sociétés de pensée, on pense que le souverain, c'est le peuple, eh ben, le souverain, il a tous les droits. Et donc, le peuple souverain a tous les droits de prendre des mesures, y compris contraires aux droits de l'homme et du citoyen, contraires même à la morale la plus élémentaire, dans la mesure où le souverain, il fait ce qu'il veut. Le roi n'est plus le souverain, c'est le peuple, mais le peuple a les mêmes pouvoirs arbitraires, finalement, que le roi. Et donc, le peuple décide ce qu'il veut décider. Tout le problème est de savoir quelle est la volonté du peuple et qui donne finalement corps à cette volonté populaire. Eh bien, dit Cochin, ce sont les sociétés de pensée, c'est-à-dire principalement le Club des Jacobins, dont on sait qu'il a plusieurs centaines de correspondants dans toutes les villes de France, et qui permet d'appliquer les décisions prises à Paris par quelques centaines de personnes, au fond, à l'ensemble de la France, avec des relais d'opinion, ce qu'on appellerait aujourd'hui des relais d'opinion, qui lui permettent d'appliquer son programme, entre guillemets, immédiatement. Même dans un pays où il n'y a pas encore de moyens téléphoniques, télévisuels, ou même de moyens de transport, tout simplement avec le train. En quelques jours, toutes les décisions de Paris concernent toute la France. Et ces décisions sont prises avec, on pourrait dire, une parfaite bonne conscience, puisque c'est le peuple qui décide. Il y a ainsi, au fond, une nouvelle morale qui se met en place. Un peu comme on le verra au XXe siècle, avec d'un côté la morale dite bourgeoise et de l'autre la morale bolchevique. Et tout cela, c'est la conséquence de la machine révolutionnaire, comme l'appelle Augustin Cochin. C'est elle seule qui permet d'expliquer que de telles décisions ont été prises, absolument contraires même à la morale la plus élémentaire. Sinon, on n'expliquerait pas pourquoi d'autres pays, qui ont connu en d'autres lieux et en d'autres temps à la fois une guerre civile et une guerre étrangère, n'ont pas connu le phénomène de la terreur, qui est un phénomène proprement français. Cochin parle aussi de l'autre grande explication de la Révolution, à savoir le complot. Vous savez que l'abbé Baruel, en son temps, avait parlé du complot maçonnique. Mais là aussi, Cochin dit que c'est une explication qui est trop faible, parce que s'il y a complot, il doit bien y avoir des chefs, il doit bien y avoir un programme à appliquer. Or, à part évidemment les individualités flamboyantes, dans le bien comme dans le mal d'ailleurs, qu'on connaît sous la Révolution française, Mirabeau, Robespierre, Danton, on ne peut pas dire qu'il y ait un chef d'orchestre qui décide. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait un programme à appliquer qu'on propose aux citoyens. Les Jacobins ne sont pas un parti. Les Jacobins, au fond, ont le sentiment non pas de représenter la volonté générale, mais d'être le peuple, d'être la volonté générale. C'est donc, dit Cochin, une tyrannie sans tyran. Et c'est un phénomène tout à fait nouveau et tout à fait exceptionnel. Et, dit Cochin, pour l'étudier, il est à la fin du XIXe siècle, à un moment donné où la sociologie fait son apparition comme science humaine, il faut étudier la sociologie de la Révolution.
Taine, lui, a eu tendance à privilégier l'explication psychologique, voire psychologisante de la Révolution, en parlant des caractères, des mentalités, par exemple d'un Marat ou d'un Robespierre. Et effectivement, on peut considérer que leur état d'esprit, qui parfois confine presque à la pathologie, s'agissant de Marat, explique un certain nombre de choses, mais ne peut pas expliquer l'ensemble du phénomène. Pour cela, il faut recourir à une analyse proprement sociologique. Et Cochin ici prend un exemple. Le Grand Orient de France, dans le cadre donc de la maçonnerie française, a connu dans les années 1770, avant la Révolution, donc un véritable phénomène d'épuration qui n'a rien à envier aux épurations révolutionnaires qui viendront par la suite, en chassant notamment la Grande Loge de France. Les méthodes existent déjà avant 1789. L'enfermement de pensée est déjà là. Dès lors, si Taine échoue finalement à donner une interprétation acceptable de la Révolution française, il est beaucoup plus proche de la réalité puisqu'il se fonde sur les faits qu'un Hollard. Parce que finalement, Alphonse Hollard, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte l'histoire politique de la Révolution française, il a écrit un livre intitulé ainsi, et il ne s'attache qu'aux phénomènes proprement politiques. Les grandes idées jacobines, les oppositions entre jacobins, entre révolutionnaires, style Danton-Robespierre, ou Mirabeau jacobin, par exemple, mais il ne parle pas, au fond, de la réalité de la Révolution française. Hollard s'attache aux abstractions, les droits de l'homme, la volonté générale, etc. Son but, c'est, au fond, dit Cochin, la défense républicaine, c'est-à-dire qu'il défend les jacobins. Il ne cherche pas à expliquer les événements qu'il ne peut pas cacher s'il parle de la Révolution française. Les meurtres, les massacres sont, on l'a dit, expliqués par les circonstances. Le 14 juillet, c'est parce que le roi avait assemblé des troupes autour de Paris. Les journées d'octobre qui ramènent le roi de Versailles à Paris, c'est parce qu'il y a eu, comme on sait, un dîner des gardes du roi lors duquel on a critiqué l'Assemblée nationale. Si les Prussiens sont à Verdun, eh bien ça explique les massacres de septembre, où plus de 1000 personnes prisonnières ont été tuées dans leur prison. La véritable guerre aux prêtres et aux nobles s'explique par les conspirations que ceux-ci fomentaient en permanence contre la Révolution. Et tout est à l'avenant. Cette façon de cacher des faits extrêmement importants qui ne peuvent pas être justifiés par les causes mises en avant ou les motivations mises en avant par Hollard recouvre une façon de faire, d'ailleurs, des révolutionnaires et des jacobins. C'est donc une histoire particulièrement biaisée que donne Alphonse Hollard de la Révolution française. C'est d'ailleurs une méthode déjà employée au cours même de la Révolution. On sait que quand Robespierre est tombé en Thermidor, il y a eu un certain nombre de procès sur les exactions commises pendant les 18 mois précédents, pendant la Terreur. Et on s'est aperçu que finalement, la population, certes à une période où les moyens de communication étaient moins importants, avait été soigneusement tenue à l'écart de ce qui se passait. On a appris les noyades de Nantes, les exactions de Vendée, et plein d'autres faits qui ont d'ailleurs donné lieu à des condamnations et que les gens ignoraient totalement. Tandis que, à contrario, la propagande révolutionnaire a mis en avant et a exagéré au maximum des idées de complot complètement imaginaires
pour justifier, au fond, ses exactions. C'est d'ailleurs particulièrement visible par le fameux épisode, sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo, de la Grande Peur, où au même moment, presque à la même heure, dans 5 ou 6 endroits différents de tout le royaume de France, des rassemblements ont lieu pour aller brûler des châteaux ou attaquer des nobles sous prétexte d'une invasion militaire proche. Cette façon de faire est particulièrement faible sur le plan conceptuel. Cochin rappelle des phrases employées par Hollard dans son Histoire de la Révolution française qui sont extrêmement vagues. On a des exemples du genre Paris décide d'intervenir, le peuple se soulève alors. On pense que le roi est allé trop loin. Alors Cochin dit, mais on, c'est qui? Paris, c'est quoi? Il y a 600 000 habitants dans Paris à l'époque. Les 600 000 habitants se révoltent ou ont une volonté commune. Le peuple, c'est quoi le peuple? Parce que très souvent, quand le peuple a voté, il a voté royaliste au cours de la Révolution française. Donc, toutes ces phrases, finalement, ne veulent rien dire. Il faut être précis et faire donc une analyse, en grande partie, sociologique. La sociologie étant une science nouvelle à la fin du XIXe siècle. Donc, en conclusion de son long texte, Cochin plaide pour une histoire de la Révolution française débarrassée de ce qu'il appelle le fétiche révolutionnaire, c'est-à-dire le peuple. Si on ne donne pas de définition précise de ce qu'on entend par là, et au fond, on ne peut pas donner de définition précise du peuple, eh bien, on se borne à faire comme Alphonse Hollard, c'est-à-dire la défense d'une thèse, mais la défense d'une thèse, ça n'a jamais été une analyse honnête, fondée quand même sur un certain nombre d'arguments acceptables par tous. C'est faire uniquement œuvre politique et pas œuvre historique.